Lundi 20 novembre, bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RTI 1, merci. Il est en Allemagne pour le sommet de l'initiative compacte du G20 avec l'Afrique. Le président Alassane Ouattara a une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Les points évoqués, la coopération ivoiro-allemande, l'accroissement des investissements privés en Côte d'Ivoire. Une nouvelle loi sur la gestion de l'eau présentée aux sénateurs ivoiriens par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. Elle se veut la réponse appropriée aux défis majeurs de la disponibilité de l'eau face à des facteurs comme le changement climatique ou encore l'orpaillage clandestin. Le Salon international du contenu audiovisuel est ouvert. Il réunit ici à Abidjan les distributeurs, les producteurs de contenu et les acteurs du monde cinématographique et audiovisuel. Il planche pour cette première édition sur les changements apportés par le numérique à leur secteur d'activité. Le 20 décembre prochain, les Congolais seront appelés aux urnes pour choisir un nouveau président. Au lendemain du début de la campagne électorale, 2 candidats se retirent de la course et se rallient à Moïse Katumbi, l'un des principaux rivaux du président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Nous vous emmenons pour ouvrir ce journal en Allemagne. Le président Alassane Ouattara est à Berlin. Il prend part à la conférence de haut niveau sur l'initiative compacte avec l'Afrique du G20. Au cours de la rencontre de ce lundi, le président ivoirien a participé à un panel, occasion mise à profit pour parler des atouts de son pays, la Côte d'Ivoire. Pour la 5e fois, je considère que nous sommes privilégiés d'avoir eu ces opportunités dans ce beau pays. Et je voudrais indiquer que nous avons des relations très fortes avec l'Allemagne et la République fédérale. Et nous sommes heureux, surtout parlant au secteur privé ici, de constater que le nombre d'entreprises allemande en Côte d'Ivoire a quasiment triplé en 5 ans. Je me réjouis de présenter les atouts de mon pays et de dire que la Côte d'Ivoire est un petit pays de 30 millions d'habitants, mais qui est marqué par sa stabilité. Et nous avons également la paix et la sécurité. Bon, dans ce monde où la question sécuritaire est difficile, je crois que c'est un environnement où les investisseurs peuvent se sentir totalement en sécurité, le pays est en paix, et dire que c'est un pays aussi qui respecte les droits des personnes, les droits des entreprises, et ceci est très important pour les investisseurs privés. Nous avons été félicités par les investisseurs en ce qui concerne la notation de notre pays, qui montre que c'est l'un des rares pays. Je crois que maintenant, avec le Maroc, qui a une notation positive au niveau des marchés internationaux, ceci s'explique par le cadre macroéconomique qui a été stable, une très bonne performance, un taux de croissance d'environ 7% par an depuis 2012, avec des investissements sociaux importants, notamment dans le domaine de l'énergie. Le domaine de l'énergie, parce qu'évidemment, les industries ont besoin d'énergie, pas seulement les consommateurs, les citoyens. À donner un exemple, nous avions un taux de production d'électricité de 40% en 2011. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 98%. Tous les villages de plus de 500 habitants ont de l'électricité. En matière d'eau potable aussi, nous avons fait des progrès considérables et nous continuerons, mais c'est un secteur où je voudrais encourager les entreprises allemandes à venir investir dans ce secteur, surtout connaissant la qualité et la réputation des entreprises allemandes dans ces 2 secteurs, que ce soit l'eau ou l'électricité. Parce que je tiens beaucoup à une économie non seulement libérale, mais diversifiée. Et nous avons besoin, dans ces 2 secteurs, d'une ouverture
à de nombreuses entreprises et je pense que les entreprises allemandes peuvent avoir une bonne opportunité. Voilà un extrait donc de l'intervention du président Alassane Ouattara lors de ce sommet sur l'initiative compacte du G20 avec l'Afrique. Et en marge des rencontres officielles, le président Alassane Ouattara a eu un échange avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Au menu de cette rencontre bilatérale, le point sur la coopération ivoiro-allemande, la diversification et le renforcement des échanges commerciaux et également l'accroissement des investissements privés en Côte d'Ivoire. À Ouattouré. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçu par le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin. Les bonnes perspectives de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, les sujets d'intérêt commun, notamment la sécurité, le financement des économies africaines, la mobilisation d'investissements privés en faveur de l'Afrique étaient au centre des échanges. Le chef de l'État et le chancelier allemand se sont félicités de la coopération exemplaire et du partenariat confiant entre leurs deux pays qui va se traduire par la signature du partenariat pour le climat et le développement d'un montant de 550 millions d'euros, dont 100 millions pour l'année 2023. Ils se sont également réjouis de leur convergence de vues sur les défis mondiaux actuels en matière de sécurité, de lutte contre le changement climatique et de développement des énergies renouvelables. Et je vous propose maintenant un télégramme officiel de la présidence de la République. Le chef de l'État adresse ses félicitations au nouveau président élu à la tête du Libéria. À monsieur, son Excellence Joseph Boaké, président de la République du Libéria. Monsieur le Président et chers frères, votre accession à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Si j'y joins des vœux ardents de santé et de succès dans l'accomplissement de votre prestigieuse mission, de même que ceux de paix, de stabilité et de progrès continu pour votre pays. Je reste convaincu que votre grande qualité humaine et votre riche expérience d'homme d'État constituent des atouts indéniables qui vous permettront de répondre aux aspirations profondes de votre peuple. Pour ma part, je voudrais saisir cette occasion pour vous assurer de ma ferme détermination à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement, à la diversification des liens historiques d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays. Très haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et sur la scène politique ivoirienne, le RHDP initie une formation à l'attention de toutes ces différentes instances. Le parti prépare les futures échéances électorales, un séminaire politique qui va durer 3 jours. Au Sénat, le projet de loi portant code de l'eau a été soumis à la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Selon le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, ce nouveau texte se veut la réponse appropriée aux défis majeurs de la disponibilité de l'eau. Kader Sogodogo. Laurent Tchagba, le ministre des Eaux et Forêts, est au Sénat. Face aux sénateurs de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement, son exposé des motifs tourne autour du projet de loi portant code de l'eau. Il veut innover par rapport à la loi de 1998. Changement climatique et pression anthropique en sont les motivations réelles. Lorsque, en 1998, on élaborait le code de l'eau, il y avait des contraintes qui n'existaient pas, telles que l'orpaillage clandestin. La crise climatique n'était pas à l'ordre du jour en 1998. La pollution de nos eaux, tout cela n'était pas d'acuité. Bon, aujourd'hui, on est en plein dans l'orpaillage clandestin. La pollution qui gangrène l'eau de surface. Or, c'est cette eau-là que nous prenons, que nous traitons, que nous mettons à la disposition des populations. C'est cette eau qui nous permet de faire la pêche,
C'est cette eau qui nous permet de faire l'agriculture. C'est cette eau qui permet de produire l'électricité. Mais lorsque nous ne prenons pas de dispositions adéquates, nous allons à la catastrophe. Donc on a préféré anticiper pour se doter des règlements adaptés. Pour une bonne gestion, le Code de l'eau autorise la création de divers organes. Un comité national de l'eau et de l'assainissement, le comité interministériel de l'eau et de l'assainissement, l'Agence nationale des ressources en eau, pour ne citer que ceux-là. Le projet de loi a été voté à l'unanimité. La voie de contournement d'Abidjan, dénommée la Y4, doit être prête dans 45 jours. Ce sont les consignes laissées le 26 octobre dernier aux entreprises en charge de réaliser les travaux. Près d'un mois plus tard, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu ce lundi sur le chantier. Et au vu de la cadence des travaux, Amédée Kouakou annonce l'ouverture prochaine de l'ouvrage à la circulation dès la mi-décembre prochaine. Mama Traoré y était, son reportage. Par endroits, les engins s'attellent à coucher le bitume. Plus loin, la chaussée est déjà praticable, sauf quelques points critiques encore à traiter pour faire de la Y4, voie de contournement d'Abidjan, l'ouvrage tant attendu. Longue de 27 km, elle relie dans sa phase actuelle les communes de Cocody, Abobo et Anyama, juste à proximité du stade Alassane Ouattara d'Ebempe, où se joueront des matchs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en janvier et février prochain. L'urgence est donc de mise. Ce lundi, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est sur le terrain pour s'enquérir de l'état du chantier à 78% de taux d'exécution. Surtout pour suivre à la lettre les instructions fermes du chef du gouvernement de livrer le chantier dans les meilleurs délais. Raisonnablement, il y a combien d'ouvrages qui ne sont pas terminés? Raisonnablement, on a un seul ouvrage qui est vraiment le problématique aujourd'hui sur les 5 points critiques qu'on avait vus la dernière fois. Tous les autres ouvrages, on est capable de les terminer avant le 15. Les choses semblent bien avancées. Sur les 19 ponts et échangeurs à bâtir sur la Y4, 16 sont déjà prêts, les 3 autres en cours de construction. Amédée Kouakou se montre optimiste. Du carrefour d'Alépé jusqu'au stade de Bempé. Là, nous avons donc 14 km. Le chantier est très bien avancé, mais vous voyez que là-bas, on a beaucoup plus de montagnes. Donc, il y a beaucoup plus de ponts à construire que nous avons quasiment terminé. Les travaux avancent bien, mais nous sommes convaincus qu'à l'échéance que le monsieur le Premier ministre a indiqué, on pourra donc au moins accéder au stade sur cet ouvrage-là. Donc, à la date indiquée le 10 décembre, nous allons donc, en partant du Mitterrand, avoir une route circulable. Même si l'autoroute n'est pas entièrement terminée, mais on pourra donc rouler sur la route jusqu'au stade de Bempé. Avant de visiter la Y4, Amédée Kouakou était sur le boulevard de la sortie est d'Abidjan, menant de la prison civile à Yopougon au péage de Thomasé, en passant par le stade d'Ebempe. Cet ouvrage n'attend plus que la pose des panneaux de signalisation et de l'éclairage public pour passer de 98% actuellement à 100% de taux d'exécution. Suivant la route du développement jusqu'à Guibéroa dans la région du Gor, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a procédé à l'ouverture du chantier de construction du tout nouveau marché de la ville. Eugène Atoubé. Sur un site d'1,5 hectare aménagé au centre du village de Biliowa et choisi pour fêter l'événement, la ministre Miss Belmondo Dogo pose la première pierre du futur marché de cette localité. Ce sont des populations fières à l'idée de voir Biliowa bénéficier de cette importante infrastructure socio-économique financée par un cadre de ce village, au nom de la mutuelle de développement de Biliowa. Le marché, un besoin longtemps exprimé par les femmes et aujourd'hui une attente comblée. Actuellement, on a fait des hangars autour de nos maisons, juste pour voir nos petits trucs. Il y a des femmes qui veulent venir, c'est-à-dire les petits campements, mais elles ne peuvent pas le faire, puisque quand elles viennent, il n'y a personne. Donc, on fera de sorte que quand le marché sera construit, ça sera animé. Nous devons nous unir pour que nous puissions faire sortir nos parents de la pauvreté. Donc aujourd'hui, le marché n'est pas un luxe, mais c'est un lieu où les femmes peuvent faire valoir leur énergie, leur force, pour que chaque femme puisse vendre
et se procurer de l'argent. Le marché qui sortira de terre à Beliowa est le fruit de l'unité et de la solidarité des filles, fils et cadres de ce village. Ils partagent la même vision pour ce qui est du développement de Beliowa et du progrès de ses populations. Autochtones, allochtones et allogènes. Illustration, la présence d'une forte délégation de la diaspora pour célébrer l'événement. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a relevé cette unité fraternelle et ce vivre ensemble, caractéristique de la région du Go. Des valeurs, ajoute-t-elle, à imiter par toutes les régions de Côte d'Ivoire. Aux populations et particulièrement aux femmes de Beliowa, Miss Belmont Dogo lance une exhortation à s'impliquer dans la construction du marché et donner à cette infrastructure toute sa valeur liée à ses fonctions. Le marché, c'est un bien communautaire. C'est ensemble que nous pouvons développer nos villages. On va pouvoir se serrer les coudes, on va pouvoir se mettre ensemble pour apporter le développement à nos parents. 3 mois pour livrer l'ouvrage. C'est le délai de rigueur imposé à l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. Et à Beliowa, on ne cache pas son empressement de voir le village disposer enfin d'un marché moderne. Vous travaillez dans l'administration publique ivoirienne. Éteignez-vous les lumières ou les appareils lorsque vous sortez de votre bureau? La question est importante. La consommation énergétique reste très élevée dans les bâtiments publics de Côte d'Ivoire. Le pays a donc noué un partenariat avec Expertise France. Il s'agit d'améliorer le confort et économiser l'énergie. L'immeuble Sogefia est le premier site à bénéficier de ce projet qui va allier solutions énergétiques et thermiques. Astou Touré. L'Union européenne s'engage à accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement du secteur des énergies renouvelables et à assurer de manière durable la sécurité énergétique. L'Union européenne a une très forte ambition climatique dans le cadre de ce que nous appelons le pacte vert, notamment de réduire nos émissions nettes de gaz à effet de serre de moins 55% d'ici à 2030 et de devenir neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Et l'Union européenne est également pleinement engagée à soutenir les pays partenaires comme la Côte d'Ivoire dans leur transition énergétique. Des machines de qualité et une salle d'équipement neuf mises à disposition pour optimiser la consommation d'électricité. Une innovation satisfaisante pour le gouvernement ivoirien en faveur des usagers du bâtiment Sogefia. C'est un projet majeur qui permettra de réaliser des économies. Rien que sur ce projet, on fait des économies de l'ordre de 30%. Ça veut dire que là où nous avons une croissance de la demande en énergie de 8%, ça pourrait être de 5%, ce qui va nous éviter d'installer de nouvelles centrales. Dans la mise en œuvre du programme Energos 2, plusieurs projets sont nés, dont celui dénommé Éclair Ivoire. Éclair Ivoire est un projet d'électrification rurale et d'efficacité énergétique, initié par Expertise France. Il se décline en 2 composantes. La première porte sur l'électrification rurale décentralisée à partir d'énergies renouvelables et la seconde sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics. Une opération visant à améliorer la performance énergétique dans les bâtiments publics en Côte d'Ivoire. Éclair Ivoire, c'est le travail en équipe avec toutes les parties prenantes. On espère aujourd'hui qu'à partir de ce pilote et de ses acquis, qu'on pourra faire un passage à l'échelle, du moins c'est tout l'objectif. À travers des gestes simples, des comportements, on va dire, adaptés, on peut arriver à réduire de façon considérable sa facture énergétique, comme on le fait ici dans ce bâtiment, c'est-à-dire jusqu'à 30%, rien que par le comportement et par le déploiement d'outils simples et aujourd'hui qu'on trouve aussi sur le marché. Les bénéficiaires du projet se disent satisfaits. C'est une grande fierté pour nous parce que cette rénovation a apporté beaucoup d'innovations dans le changement du cadre de travail, notamment au niveau de la climatisation. Notre cadre de travail est devenu plus agréable. On a une lumière qui ressemble à celle du jour. Elle n'est pas très agressive et il y a véritablement une valeur ajoutée. Rappelons qu'avec cette rénovation, la consommation énergétique du bâtiment va baisser d'au moins 30%.
Dans le domaine des médias, le Salon international du contenu audiovisuel est à sa première édition. Distributeurs, producteurs de contenu, acteurs du monde cinématographique et audiovisuel se retrouvent sur une même plateforme. Comment s'adapter à l'ère du numérique et surtout en tirer parti? C'est l'une des questions phares de cette rencontre internationale d'Abidjan. Grace Crando. Le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA 2023, cette rencontre, la première du genre, initiée par le ministère de la Communication, rassemble pendant 2 jours des participants venus des 4 coins du monde. Il s'agit entre autres de distributeurs, de producteurs, d'acheteurs de contenu, de scénaristes, de diffuseurs, ainsi que des plateformes Internet. Le SICA se veut une lucane de partage d'expériences en matière de contenu audiovisuel. Le marché ivoirien reste quand même une référence sur le continent africain. Donc ici, on va dire, pour nous également, ça reste un gros tremplin. On préfère venir travailler ici pour pouvoir rayonner plus sur l'Afrique. C'est beaucoup plus facile de commencer ici. Le travail sera plus dur, mais il sera plus pérenne. Pour nous, il s'agit surtout de présenter notre catalogue parce qu'on a un catalogue de 1500 heures qui alimente nos chaînes, mais également qui permet d'alimenter d'autres chaînes, dont celle de la TNT localement et des chaînes africaines et panafricaines internationales. Ensuite, c'est de proposer tout ce qu'on a aujourd'hui en matière de nouvelles productions, notre line-up, tout ce qui est dans le pipe et qui va sortir bientôt. Et puis aussi présenter en avant-première un documentaire sur ce grand homme qu'a été Bernard Dadier pour nous tous. Et donc la RTI est productrice de ce documentaire. Un espace de découverte des métiers de l'audiovisuel à travers des conférences, des panels et des rencontres B2B autour du thème pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique. Ce thème interroge la forte relation qu'il y a entre la production audiovisuelle, le numérique qui s'est imposé sur toute la chaîne de valeur en révolutionnant les formats, les usages, les modes de consommation et la création d'emplois, préoccupation majeure de nos sociétés modernes. La production audiovisuelle est source de création de richesses. C'est pourquoi ce salon a tout son sens au dire des émissaires du gouvernement. Le public ivoirien revient dans les salles de cinéma. Dans les années 70, nous avions 70 salles de cinéma, dont 26 à Abidjan. Elles ont progressivement fermé leurs portes à partir de 1998, suite à différentes crises locales mondiales. L'État a un ambitieux programme de réhabilitation de salles. Ce moment est important parce qu'aujourd'hui, les populations apprécient et il y a un intérêt renouvelé pour les œuvres et le contenu audiovisuel. Le SICA s'inscrit dans la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenus intermédiaires de temps supérieur. Le SICA veut être ce studio à ciel ouvert, avec comme scène et décor tous vos projets de réalisation. Le SICA veut écrire avec vous de beaux scénarios qui vont nous permettre de produire des contenus authentiques, originaux, inspirés pour les chaînes de télévision, les médias en ligne, les réseaux sociaux de notre continent et pourquoi pas du monde. Des expositions de différentes structures œuvrant dans les secteurs de l'industrie cinématographique et audiovisuelle vont aussi marquer cette première édition du Salon international du contenu audiovisuel SICA. Aujourd'hui, c'est le 20 novembre et le monde célèbre les droits de l'enfant. Pour cette journée internationale, SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire a organisé la célébration avec le thème « Pour chaque enfant, tous ses droits ». Cet événement vise à interpeller l'État sur le renforcement des lois protégeant les droits des enfants. Désiré Enyamou et Grace Kando. Plus de 50 enfants issus de différentes localités de Côte d'Ivoire à l'honneur ce 20 novembre. Ils sont célébrés par le programme de renforcement de la famille de SOS Village d'enfants de Côte d'Ivoire.
Au nom de l'ONG, le directeur a appelé le gouvernement, les entreprises et les communautés à respecter leur engagement et à prendre des mesures en faveur des droits des enfants. Cette journée aujourd'hui que nous avons célébrée consacre donc le thème qui est que pour chaque enfant, tous ses droits, pour encore interpeller l'ensemble des acteurs, l'ensemble donc des garants des droits de l'enfant à faire encore des efforts pour faire en sorte que chaque enfant, partout où il se trouve, quoi qu'il soit, fille ou garçon, vivant un handicap ou non, puisse véritablement bénéficier de tous ces droits. Déjà aux enfants, c'est de dire que leurs voix sont entendues, leurs besoins sont pris en compte. Seulement, c'est la faisabilité qui est un peu plus longue. Le processus est long parce que nous sommes dans un pays et il y a beaucoup d'affaires à gérer en même temps. Mais qu'ils soient sûrs, les droits ou bien les besoins sont pris en compte. Au ministère, c'est de leur dire que nous comptons sur eux parce que nous sommes également des enfants et nous avons des besoins. Nous comptons vraiment sur eux pour qu'ils prennent soin de nous, de nos droits et pour qu'ils assurent une sauvegarde des enfants, des tout petits en fait. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant entend poursuivre ses efforts en matière de protection des droits. En matière de protection des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, les avancées sont nombreuses et l'État de Côte d'Ivoire, avec ses différents partenaires, continue à travailler. Il y a l'éducation inclusive, il y a la santé pour tous les enfants, il y a tout ce qui est violence et abus faits aux enfants qui sont punis par la loi. Donc l'État de Côte d'Ivoire travaille beaucoup. Il y a beaucoup d'avancées parce que le président de la République tient à ce que les droits de l'enfant soient beaucoup respectés en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a mis en place un plan d'urgence et de prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. 101 enfants ont été admis dans les centres spécialisés pour l'apprentissage d'un métier et 5 centres d'accueil sont en cours de réalisation. Et ces enfants-là apprennent la musique. L'émission de télé-réalité 1 à 12 leur permet de s'exprimer dans le domaine musical. Les petits candidats de cette nouvelle saison ont pu visiter les locaux de la RTI, histoire de voir de plus près le monde de l'audiovisuel. Ils en sont sortis avec des étoiles plein les yeux. Souleymane Donisongou et Aboulaye Koné pour cette visite à la Maison Bleue. Petite visite d'imprégnation des enfants de 1 à 12 ans de la télé-réalité dans les locaux de la RTI. Quand ils découvrent le studio A, c'est très ému qu'ils expriment leurs sentiments. Je comptais être juriste, mais quand je vois un grand plateau télé, ça me donne quelques envies d'être journaliste. Si je veux être une journaliste, j'aime quand on présente les choses qui se passent dans la vie. Déjà, si le journal est à 20h, à partir des 19h déjà est à la régie. Actuellement, nous sommes au studio A, le studio où se passent les journaux télévisés. Le 20h, le 13h et tout ce qui est comme information, les émissions de débat. C'est pour leur faire comprendre comment les techniciens, les journalistes, les producteurs font tout pour qu'ils reçoivent les images et le son chez eux, à la maison. Et dans quel cadre et avec quel esprit. Après les studios A et B, cap sur les régies A et celle de RTI 2. Aujourd'hui, on est venu à la RTI avec les enfants pour qu'ils voient qu'est-ce que c'est la télévision, la RTI et comment les agents travaillent et puis que les enfants puissent voir comment les locaux sont, qu'est-ce que c'est qu'une production, qu'est-ce que c'est que la télé, les émissions de télé qui se passent. On a été bien accueillis et les locaux sont bien, hein. Les décors ont recommencé et les émissions ont recommencé, c'était très bien. Les enfants sont contents, c'est le plus important, n'est-ce pas ? À la fin de la découverte, l'équipe de production de 1 à 12 affiche sa satisfaction, car voici déjà quelques années qu'elle s'attelle à dénicher les petits talents cachés qui poussent la chansonnette des enfants dont l'âge varie véritablement de 1 à 12 ans. C'est la lune, ça ne fait pas peur, les malus. Que le 25 décembre, on est ensemble au Sofitel Hôtel Ivoire à 16h pour la finale. J'ai pas entendu pour la finale.
Belle visite en couleur et en musique. La Fondation Lonasi fait don de 4 ambulances médicalisées à des centres de santé à Abidjan et à l'intérieur du pays. Qu'au total de ces dons, 100 millions de francs CFA. Chris Diomandé et Patricia Omoetia. 4 ambulances médicalisées d'une valeur de 100 millions de francs CFA offertes au centre de santé de l'intérieur du pays et d'Abidjan par la Fondation Lonasi. Ces structures sanitaires bénéficiaires sont le centre de santé intégré de Toutoubré à Gagnoa, le centre de santé urbain d'Anada à Ouélé, le centre de santé de la Maison de la Presse d'Abidjan et l'unité de néphrologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire CHU de Yopougon. La remise des clés aux différents responsables de ces établissements sanitaires a eu lieu à la Fondation Lonasi. Cette action s'inscrit dans le programme national de réduction de la pauvreté. Nous sommes réunis ce jour pour une cause sacrée, celle de la vie, celle de la santé. Lorsqu'une urgence médicale survient, le compte à rebours s'enclenche. Les minutes s'égrènent dangereusement et le pronostic vital d'une personne peut être engagé, ce qui nécessite une prise en charge sanitaire au plus vite. Et dans bien des cas, l'intervention d'un matériel roulant s'avère plus que nécessaire. Cet équipement en ambulance vient renforcer considérablement la fonctionnalité opérationnelle des centres de santé. Au nom des bénéficiaires, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a exprimé toute sa gratitude à la Fondation Lonasi. Une ambulance dans une localité, dans un centre de santé, ce sont des vies humaines qui sont préservées, sauvées. Et vous ne pouvez pas comprendre combien de fois nous, les bénéficiaires, nous sommes vraiment très heureux, très contents, parce que c'est un grand soulagement pour nous. Au nom de tous les récipiendaires, nous vous disons merci. Créée en mars 2019, la Fondation Lonasi entend mener plusieurs actions sur le territoire national afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vivant en Côte d'Ivoire. En sport, deuxième journée des phases éliminatoires du Mondial 2026. La Côte d'Ivoire l'a emporté cet après-midi face à la Gambie, 2-0. Une nouvelle victoire des éléphants après avoir écrasé les Seychelles lors de la première journée sur un score de 9-0. Direction le Mali, région de Gao, dans le nord du pays. Ansongo est la 9e des 12 bases dont la MINUSMA rend le commandement aux autorités de transition. Un départ des casques bleus sans difficulté, contrairement à l'opération de Kidal la semaine dernière. Cette fermeture s'inscrit dans la deuxième phase du plan de retrait, préparant ainsi le terrain pour le départ définitif de la MINUSMA au 31 décembre 2023. Et le 20 décembre prochain, les Congolais seront appelés aux urnes pour choisir un nouveau président. Au lendemain du début de la campagne électorale, 2 candidats se retirent de la course. L'homme d'affaires Seth Kikouni et l'ancien député national Franck Diongo, qui se rallie à Moïse Katumbi, l'un des principaux rivaux du président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Et ce n'est pas une première. En fin de semaine dernière, l'ancien premier ministre Matata Ponyo avait lui aussi rejoint l'opposant. Ils ne sont donc plus que 23 candidats. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous également sur rti.info. Rendez-vous à 23h avec Régis Kofi. À demain. Bonsoir.